Jambo, Hotep, Nangadef, Samagani, Defena, Yenange, Chijama, Jefa Te. My name is Marcelin Dabo. Je suis Dr. Marcelin Nini Dabo. Je suis PhD en contrôle commande système dynamique. Je suis ingénieur consultant dans l'industrie et puis chercheur indépendant. Je vous ai entretenu sur des thèmes relatifs au système dynamique du premier ordre et du second ordre. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes qui sont sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle notion que j'ai introduite, en fait une nouvelle méthode plutôt, qui va permettre de faire de l'identification de systèmes dynamiques du second ordre. D'accord? Donc je répète, j'introduis une nouvelle méthode sur la base d'un ratio spécifique que j'ai défini pour faire de l'identification de systèmes dynamiques du second ordre. Je rappelle simplement que pendant euh, cette étude ou alors cette présentation, pour cette présentation, je me suis basé que sur les systèmes dynamiques euh, stables, donc dont la constante de temps est strictement positive, avec une approche strictement temporelle. Je ne parle pas de fonction de transfert, je ne parle pas non plus d'analyse fréquentielle ou des choses comme ça. D'accord? Donc, je ne suis basé, encore une fois, que sur une approche temporelle. Alors, maintenant, ce que je vais vous dire, j'entre dans le vif du sujet. Ici, nous avons un système dynamique du second ordre régi par cette équation différentielle-là. Et donc, cette équation, à droite de l'équation, nous avons le gain statique que multiplie l'entrée de notre système, t étant une variable qui est implicite, qui est le temps, e est l'entrée du système, s de t étant la sortie du système, et ensuite ici les a1 sur a0. J'ai défini a1 sur a0 comme étant la constante de temps naturelle du système que vous voyez ici. Je définis a2 sur a0 comme étant la constante de temps relative ou la constante du carré du temps. D'accord? Ou la constante de la surface temporelle. Je vous invite à aller regarder une vidéo précédente dans laquelle j'ai parlé de ces notions-là. OK? Et donc, lorsqu'on fait le rapport entre la constante de la surface du temps par la constante de temps naturel, nous obtenons une constante de temps relative définie comme A2 sur A1, le gain statique étant ici. Et donc, lorsque nous écrivons cette expression qui est là, sous cette forme-là, avec la constante du carré du temps que multiplie S2 points plus la constante de temps naturel que multiplie S point plus la sortie, ça, c'est égal à gain statique que multiplie l'entrée. Nous utilisons une expression très connue dans le contrôle commande des systèmes dynamiques ou en automatique, à savoir cette expression des équations différentielles du second ordre, dans laquelle nous utilisons en général deux paramètres importants qui sont intrinsèques au système, le coefficient d'amortissement qui est ici et la pulsation naturelle ici. Ensuite, là, nous utilisons un B qui est le gain, d'accord, qui est le gain statique ici. Donc, en faisant l'identification, B est un gain relatif, mais pour avoir le gain statique complet, il faut diviser par l'oméga n carré ici. Et donc, comme je disais tantôt, cette identification nous permet de voir que... Alors, juste une précision. En fait, vous savez, quand on résout les équations, alors quand une des équations est égale à l'autre ou lorsque les termes sont identiques, à ce moment-là, on dit que ce coefficient-là est identique à ce qui peut être écrit ici comme coefficient. C'est dans ce sens que je parle d'identification, donc j'espère que c'est quelque chose qui est clair pour vous et ce n'est pas au sens de l'identification que je vais vous montrer tantôt. Et donc, lorsqu'on prend la constante de temps surfacique, A2 sur A0, que moi j'ai introduit et défini, je n'ai jamais vu ça dans aucun livre, et je vous invite encore une fois, si ces notions-là ont été écrites quelque part et que ça m'a échappé, veuillez bien me dire ça, sinon, comme je vous l'ai dit et redit, ce sont des nouvelles notions que moi-même j'ai introduites, et c'est une découverte que moi je fais dans le monde de l'automatique. Donc, la constante de temps surfacique est égale à 1 sur oméga n carré. La constante de temps naturel est égale à 2 xi sur oméga n. Et donc, celle relative est égale à 1 sur 2 xi oméga n.
Et donc, cette expression-là nous donne la constante de temps de notre système du second ordre lorsqu'elle est doublée tout simplement. D'accord? Et donc ici, nous avons le gain statique qui est égal à B sur oméga n carré. Et comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, nous avons ici les solutions de notre système dynamique autonome. Je répète que autonome, c'est lorsque l'entrée vaut 0. Et donc, on écarte le système de sa position, de sa condition initiale, en fait, de sa position d'équilibre plutôt. Et donc, s'il est stable, lorsqu'on le relâche, il converge vers son état d'équilibre. Et donc, on regarde trois cas essentiels qu'on va étudier en fonction du coefficient d'amortissement. Le delta que vous voyez ici n'est relatif qu'à l'équation caractéristique de notre équation différentielle ici. Autrement, la valeur équivalente qui est utilisée, c'est le coefficient d'amortissement xi, qui, pour un système, alors on distingue trois cas, les systèmes fortement amortis, faiblement amortis et amortissement critique. Dans un premier cas, nous sommes dans les systèmes, dans le premier cas ici, nous sommes dans le cas des systèmes faiblement amortis. Et donc, nous avons l'expression de la sortie qui est donnée par cette relation-ci, que j'ai déjà commentée dans les anciennes vidéos. La condition initiale que multiplie une fonction exponentielle que multiplie une fonction sinus du temps. Donc là, le système vit dans un tel cas dans la trigonométrie circulaire. Et je répète encore une fois, je rends hommage aux prêtres de l'Afrique pharaonique qui, 1000 ans avant la naissance de Pythagore, connaissaient ce résultat-là. Et en plus, Pythagore a séjourné pendant 22 ans sur la terre de l'Afrique, où il a été formé par des prêtres africains noirs de Kemet, aux sciences et techniques et à beaucoup d'autres choses. Hein. Il a fait 22 ans en Afrique, comme je disais. Si on considère un système qui est à amortissement critique, nous avons que la solution s'exprime de cette manière. Toujours la condition initiale, toujours la fonction exponentielle. Et là, maintenant, nous avons une fonction affine. D'accord? Ensuite, quand le système devient fortement amorti, c'est-à-dire lorsque le coefficient d'amortissement est strictement supérieur à 1, nous avons une solution qui s'exprime de la manière suivante. Une condition initiale, une fonction expo, ensuite une fonction sinus hyperbolique du temps, parce que notre système vit dans un monde hyperbolique. Nous voyons bien, et ça je l'ai déjà dit, que lorsque nous passons du cas pour lequel le coefficient d'amortissement est strictement inférieur à 1 vers le cas pour lequel le coefficient d'amortissement est strictement supérieur à 1, il se passe une transformation progressive et donc un mouvement d'un monde à l'autre. Nous quittons le monde trigonométrique circulaire, nous passons au monde linéaire affine et ensuite nous atterrissons pour des xi strictement supérieurs à 1 au monde trigonométrique hyperbolique. Et donc, les deux mondes que sont circulaires et hyperboliques ont leurs expressions de solutions qui sont quasiment les mêmes, à savoir que là où il y a le sinus, on remplace par la fonction correspondante hyperbolique, c'est-à-dire en l'occurrence ici, sinus hyperbolique, identiquement pour la cotangente également, et tout ce qui a sous la racine carrée est donné de telle sorte que cette quantité est strictement positive et très bien définie. D'accord? Bien. Donc, lorsque nous regardons ces expressions-là, écrites de cette façon, nous voyons clairement que l'exponent que nous avons ici est identique et par conséquent, j'ai défini une constante de temps des systèmes dynamiques du second ordre qui est ici. Ça, c'est clair, je l'ai défini dans les autres vidéos. Maintenant, d'un point de vue de la vision, tout système dynamique, quand il bouge, effectue se déplace en fonction du temps. D'accord? En tout cas, pour les systèmes que nous étudions, nous bougeons en fonction du temps. Et lorsque nous bougeons en fonction du temps, dans la vision que j'ai, dans la philosophie que j'ai, je dis que tout système dynamique atteint un pourcentage de son point d'équilibre après un certain temps qui est un multiple de sa constante de temps. Et donc, voici pourquoi j'écris ici T moins TD est égal à un multiple de la constante de temps TS, qui en réalité vaut le double de la constante de temps relative, comme j'ai écrit ici. Et donc, à partir de là, en faisant les calculs, on peut déduire exactement comme pour les systèmes du premier ordre qu'on voit ici, définir un pourcentage gamma qui est écrit de cette manière-là. OK? Et c'est pareil pour
tous les coefficients d'amortissement qui vont suivre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va imaginer, et c'est là maintenant que j'introduis, exactement comme pour le cas des systèmes dynamiques du premier ordre, il y a une vidéo dessus que j'ai eu à faire dans ma page, dans ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Vous allez voir tous les détails que j'y donne. Je dis que je fais un rappel très rapide. Pour les systèmes dynamiques du premier ordre, ce qui se passe, c'est qu'il suffit de se fixer, par exemple, de fixer deux pourcentages du point d'équilibre. Par exemple, 5%, c'est-à-dire au moment où on démarre, presque un tout petit peu après. Ensuite, 95%. Lorsqu'on fixe ces deux pourcentages, on en relève les temps. Si on fait le rapport entre le temps à 5% et le temps à 95%, on doit obtenir une constante fixe que j'ai définie. Cette constante est toujours la même, quelle que soit la constante de temps du système. D'accord? Puisque si T moins TD est égal au multiple de la constante de temps taux d'un système dynamique du premier ordre, il est clair que quand on choisit deux points distincts et qu'on en fait le rapport comme T à gamma I ou gamma J, à ce moment-là, on aurait tout simplement le alpha I taux divisé par alpha J taux. Les taux vont se simplifier et on aura le ratio des alpha I. Voilà la philosophie. Et donc, bien sûr, ces alpha I correspondent à des pourcentages gamma I, J, par exemple. Et donc, on fait pareil pour les pourcentages, excusez-moi, qui sont entre 10 et 90%, et on fait pareil pour les pourcentages qui sont entre 20 et 80%. Pour une réponse indicielle, et bien sûr, comme je l'ai dit depuis le début de ces vidéos, il suffit de prendre les compléments des pourcentages à 100% pour avoir, dans ce cas, puisque je suis parti de la réponse indicielle, les cas pour lesquels notre système est autonome. Revenons maintenant au système dynamique du second ordre. Nous définissons, selon la même philosophie, le même paradigme, la même vision, une méthode d'identification basée sur le ratio des temps qu'on mesure dans le régime transitoire. Et donc, à ce moment-là, on fait ce ratio-là, ça nous donne une valeur constante ici, donc ce sont les alphas. Les alphas, j'ai expliqué comment on pouvait les définir. Il suffit en réalité de tracer la courbe gamma qui est fonction de alpha et de xi. Donc, on fixe une valeur de xi. Et puis ensuite, on fait bouger le alpha, on trace un graphe, je l'ai expliqué aussi dans une vidéo précédente. Et maintenant, suivant le pourcentage, et on va trouver un ensemble de pourcentages, bien sûr, qui bouge entre 0 et 100%. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ce qui reste à faire, c'est aller tout simplement chercher pour le xi qu'on s'est fixé, une valeur correspondante de alpha pour le pourcentage qu'on a calculé. Par exemple, gamma égale 90%, on va regarder sur la courbe quel est le alpha correspondant et on se positionne, on récupère le alpha. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Et pour gamma égale 10%, par exemple, on va se positionner sur la courbe pour le xi qu'on a fixé et on récupère aussi le alpha. Et donc, c'est en faisant ainsi que j'ai défini pour le coefficient d'amortissement qui vaut 1, cette expression-là. D'accord? Ce ratio-là, la valeur constante de ce ratio est une constante. Et pareil pour celle-ci, ça n'est une. Pareil pour celle-ci, ça n'est une. Pour les coefficients d'amortissement qui sont xi égale 1, quelle que soit la pulsation naturelle. Puisque dans cette expression-là, aucunement, à aucun moment donné, nous aurons l'apparition de la pulsation naturelle ici, puisque le 2 taux R, il est égal à 1 sur xi oméga n, et comme il est au numérateur et au dénominateur, il se simplifie, et le alpha n'est qu'un nombre réel strictement positif. Donc là, nous avons le cas des systèmes qui sont faiblement amortis, et dans un tel cas, j'ai pris volontairement le coefficient d'amortissement xi qui vaut 0,7, et donc ça nous donne un ratio de 0,118, 0,192 entre ces deux pourcentages toujours. Et comme vous le voyez, je pars de 95 à 5, donc je suis dans le cas d'un système autonome. Et donc là, pareil, j'ai le 0,34 pour 80-20. Lorsque le système est fortement amorti, le ratio que j'ai ici, je l'ai considéré pour si est égal à 1,5. Système fortement amorti, les constantes sont ici. Voici comment je définis le ratio, de la même manière que j'ai eu à le faire pour les systèmes dynamiques du premier ordre, qui me permet d'aller faire de l'identification de mon système dynamique. Et donc,
quelques résultats. Donc ici, ça c'est juste le résumé. T moins TD est égal à alpha R que multiplie tau S. Je fais le ratio à des pourcentages que moi j'ai fixés et donc ça me donne un ratio, une constante. Là, le rappel pour les systèmes du premier ordre, pareil, je trouve également une constante. D'accord? Et donc, dans ce tableau-là, je vous résume quelques valeurs. Là, c'est le cas où les xi ou xi vaut 1. Les ratios qui sont là ont les différentes valeurs là. D'accord? Vous voyez que ces valeurs-là sont différentes de mes systèmes, de mon système ou de tout système du premier ordre. OK? Quand je parle des pourcentages, bien sûr, je vous l'ai montré, on se positionne ici, par exemple, on suppose que c'est du 90% ou alors 95% de la condition initiale dans le cas d'un système autonome et on descend à du 10 ou du 5% toujours de la condition initiale quand il s'agit d'un système autonome. Et donc, là, je vous ai dit que c'est pour le coefficient d'amortissement qui vaut 1, les valeurs sont définies ici. Je résume l'ensemble des coefficients d'amortissement pour lesquels j'ai eu à calculer ce ratio-là, d'aller chercher d'abord le alpha correspondant pour différents pourcentages fixés que sont 80, que sont 20, plutôt 5, 10, 20, ensuite 80, 90 et 95. J'ai parfois eu à faire dans certains cas le 2% et les 98% et faire le ratio à ces valeurs-là. Et donc, dans ces zones-là de pourcentage, l'ensemble des coefficients d'amortissement, pour l'ensemble des coefficients d'amortissement, les ratios sont distincts, hein. Il n'y a pas de confusion possible à faire, ce qui nous permet d'affirmer en toute sérénité que ceci est un ratio, est un critère efficient et efficace pour l'identification de systèmes dynamiques. D'accord? Donc, je le fais ici pour les coefficients d'amortissement qui sont strictement inférieurs à 1. En lisant ce tableau, donc nous avons le 0,1 par exemple, xi vaut 0,1. Le ratio entre 95 et 5, ça vaut 0,198. Et pour le même coefficient d'amortissement ici, nous lisons les valeurs correspondantes des ratios sur la première colonne et identiquement pour les autres colonnes. Donc, je le fais pour xi qui bouge de 0 à 0,5 ici. Ensuite, je reprends le xi ici qui bouge de 0,55 à 0,95. Le xi vaut 1, nous l'avons ici, nous passons. Et donc, je reprends ici xi de 1,1 à 1,5. Je donne les ratios et ensuite de 1,55 à 1,95. La progression est bien sûr par pas de 5 centièmes, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai fait un maillage de l'espace des coefficients d'amortissement par pas de 0,05, donc de 5 centièmes. Et donc, à partir de là, j'ai calculé les ratios correspondants. Maintenant, si toutefois, en faisant vos mesures ou en faisant des choses et d'autres, vous vous rendez compte que votre coefficient d'amortissement n'appartient pas à cet ensemble d'éléments résultant du maillage, eh bien, à ce moment-là, ce que je vous propose de faire, c'est de remonter ici, d'accord, de venir fixer, suivant le coefficient d'amortissement que vous avez, s'il est strictement inférieur à 1 ou strictement supérieur à 1, puisque le K égal à 1 ne va pas changer. À ce moment-là, vous venez ici, vous fixez le coefficient d'amortissement qui va bien, vous tracez la courbe en fonction de différentes valeurs de alpha, comme j'ai montré encore une fois dans une vidéo précédente, et à partir de là, vous définissez votre alpha qui répond bien au pourcentage que vous avez cherché, et vous allez pouvoir faire votre ratio tranquillement, qui est le ratio en réalité des différents coefficients alpha que vous auriez eu à déterminer. J'espère que c'est bien clair. Donc, tous ces résultats, bien sûr, je les ai résumés dans mon livre qui va bientôt apparaître, que j'ai intitulé Système dynamique, nouvelle vision, nouveau paradigme, nouvelle méthode pour la caractérisation, l'identification, le design et la commande. Et dans ce livre-là, croyez-moi, je traite beaucoup de choses. Je traite d'abord les systèmes en boucle ouverte du premier ordre, ensuite du second ordre. Et dans les systèmes du second ordre, je vais parler des filtres de Chebyshev, les filtres de Butterworth, les filtres de Bessel également, du second ordre. Et tout ça, je vais donner à partir de cette nouvelle vision les temps de réponse associés à ce type de filtre-là, comment les calculer directement à partir de la fréquence de la fréquence de coupure en quelque sorte, de la fréquence qui a été choisie.
Maintenant que c'est fait, je vous invite à donc préparez-vous, hein, préparez votre commande, euh, et le livre là est en cours de préparation, en cours d'acheminement ou de préparation, ou voilà, il va arriver très très bientôt. Voilà. Ok. Maintenant, nous allons passer à quelques simulations que je vais vous montrer très rapidement. Donc, je reprends toujours mon système dynamique du second ordre qui est ici. Là, comment je vais procéder cette fois-ci? Donc, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo la première fois, je simule à partir d'ici, de MATLAB. Donc, c'est à partir de MATLAB que je définis mes données. Là, ce que j'ai fait, j'ai créé un intervalle de coefficient d'amortissement fixé. D'accord? Par pas de 0,05 comme je l'ai montré dans le tableau. Ensuite, je viens ici, je fais un tirage aléatoire dans cet ensemble-là et je pique une valeur que je mets ici. Donc, vous voyez, quand je la calcule, cette valeur, je ne la connais pas. Je viens ici, je fais un tirage aléatoire de la pulsation naturelle, je la range là-dedans, je ne la connais pas non plus. Et après, une fois que j'ai fait ça, je définis un gain qui est également un gain aléatoire, d'accord? Et à partir de ce gain, donc tout est aléatoire. La pulsation naturelle, le coefficient d'amortissement et le gain, tous les trois sont aléatoires. Et à partir de là, je vais essayer de faire l'identification de mon système dynamique. OK, si vous êtes prêts, on peut y aller. Et donc, une fois que je vais lancer le programme, je vais plutôt faire une réponse indicielle dans ce cas-ci et aller chercher maintenant en calculant d'ailleurs à partir du tracé que j'obtiendrai, je vais calculer les ratios que je vous ai présentés et à partir des résultats obtenus, je vais vous montrer de quel coefficient d'amortissement il s'agit. Et une fois que j'aurai ce coefficient d'amortissement-là, je vais aller déduire directement le oméga. D'accord? À partir de la formule de constante de temps d'un système dynamique du second ordre que j'ai eu à définir et à introduire pour la première fois dans l'histoire du contrôle-commande de système dynamique. On y va maintenant. Pour ce faire, eh bien, je sélectionne simplement ceci. Et là, j'évalue, la simulation va se passer correctement. Il y aura un graphe qui va être affiché. Le graphe étant affiché, donc ici, vous voyez que je suis au maximum à 1,5 à peu près de gain. J'ai un gain qui est supérieur à 1. Donc, ce sera la sortie divisée par l'entrée. C'est ça qui va me donner le gain. Donc, c'est 1,5 divisé par 1 en réalité. Et donc, le gain est déjà de 1,5 pour mon système. Maintenant, nous allons passer aux choses qui sont sérieuses. Cela ne veut pas dire que ce que j'ai dit tout à l'heure n'est pas sérieux. Donc, venons là, on prend ceci, on se positionne. Je vais commencer par le ratio de 95%. Je pars de 5%, de la 5% du point d'équilibre. Donc, ça va être du 0,5 multiplié par 1,5. Ça me donne 0,75. Il faut que je me positionne à Y est égal à 0,75. J'ai à peu près Y est égal à 0,75, qui vaut 5%. Donc, le temps à 5%, il est égal à du 0,308, allez, on va dire 389 à peu près. 3, on va dire 30,89 à peu près. OK? Donc ça, c'est pour le temps de réponse. Ensuite, je vais passer à du temps de réponse à 95%. Que vaut-il? Je vais d'abord calculer le 0,95 fois 1,5 et ça me donne du 1,425 que je vais chercher. 1,425. Nous y sommes presque. Nous sommes à 1,425 et le temps de réponse correspondant à 95%, il vaut 8,425.
0,2768. Je fais entrer. Donc, vous voyez que pour le moment, je n'ai pas du tout tapé la valeur de xi. Je ne la connais pas pour le moment. Je vais juste vous montrer que maintenant, je vais calculer le ratio entre 5 et 95%. Et ce ratio, il vaut t à 5 que divise t à 95%. Ce qui me donne... Ah, il ne connaît pas. Ah, d'accord. OK. C'est le TR. Ça me donne cette valeur-ci à retenir. Ensuite, je vais chercher maintenant le 10%. Donc, on va dire que 10% de 1,5, ça va être du 0,15. Je vais chercher 0,15. Le 0,15 est là, donc le temps à 10%, il est égal à du 0,48, 62, 83. Ça, c'est bon. Donc, 0,48, 62, 83, 0,48, 62, 83, il est bon. Le temps de réponse à 90%, je vais le chercher. Donc, 90% de 1,5 déjà. 0,90 pour 1,5, 1,35. Nous y sommes, et donc le temps de réponse à 90, il est égal à 6,22, 828. Donc, voici les deux valeurs que nous avons. Le ratio correspondant entre 10 et 90 est égal à combien? T, le plus petit temps, que divise le plus grand temps. C'est du 0,078. Donc, vous voyez que le ratio entre 5 et 95, c'est 0,0385. Celui-là, il est égal à 0,0781. Le dernier ratio, qui est le R entre... Donc, le R entre 20 et 80%. Donc, je vais chercher le temps de réponse à 20%. 20% de 1,5. Donc, 10% c'était 0,15, 20% c'est 0,3. On va à 0,3. Nous sommes à 0,3 et donc le temps de réponse à 20%, il vaut 0,819, 283. OK. Ensuite, nous allons chercher le temps de réponse à 90. Alors, 20% plutôt 80%. Donc, ça va être de 1,5 fois 80, 0,80, 1,2. Il faut amener notre curseur à 1,2. Nous sommes à 1,2 et donc ici, notre temps à 80%, il est égal à combien? Il est égal à 4,428, 78. OK? Et donc, notre ratio entre 20 et 80, il est égal à du T à 20% que divise du T à 80%, et ça me donne le R est égal à 0,185, ce qui me fait dire que le T, il est très bon. C'est une blague. Et donc, nous avons les trois ratios qui sont là. Donc, si je rappelle le ratio que j'avais calculé déjà en premier,
Ensuite, je prends le deuxième ratio qui est celui-là. Nous avons tous les trois ratios qui sont côte à côte. D'accord? 20-80, 5-95, 10-90. Allons voir la table que je vous ai montrée tantôt. Donc ici, on va dire que le ratio 95-5, ou plutôt 80-20 qui est affiché en premier, que vaut-il? MATLAB est là. 80-20, il vaut 0,1850. On va se positionner à 0,1850. 80-20, il vaut 0,1850. Donc, on doit être quelque part par ici. OK, autour de 1,75 quoi, parce que le ratio vaut 0,1850 ou alors par là. OK, entre 1,75 de coefficient d'amortissement et 1,8. Maintenant, nous allons confirmer avec les autres valeurs que nous avons calculées ce que ça va donner. Donc, je reviens ici. Je regarde le deuxième ratio entre 5 et 95%, c'est 0,39, je l'ai aperçu. Donc, 0,039, donc c'est ici toujours, 0,039, vous voyez. Et donc, la dernière valeur, j'espère qu'elle va nous permettre de nous prononcer, OK? Et donc, ce qu'on fait, la dernière valeur va être de 0,078. Donc, je reviens ici. 0,078, donc je penche pour cette valeur-là qui est à 1,8 comme coefficient d'amortissement. Et si toutefois le coefficient d'amortissement vaut cette valeur-là, alors, que vaut la constante de temps de mon système? Il vaut tau est égal à, que vaut la pulsation naturelle? Parce que ici, alors j'ai le 1,8 que j'ai calculé, d'accord? Donc sur le 1,8 que j'ai calculé, je vais regarder dans mes notes que j'ai prises pour vous dire tout de suite le coefficient d'amortissement. Je l'ai vu, il est égal à 1,8. Maintenant, il faut juste que je trouve ce qu'il me faut. Donc, on a dit que c'est à 1,8. Si c'est à 1,8, alors, ça voudrait dire que je suis positionné pour alpha est égal à 1. Je suis positionné à 91,43% pour obtenir le temps de réponse. Par contre, je peux faire aussi autrement. Donc, j'ai le choix, hein. Soit je le tire de cette façon-là. Alors, regardez, on va déjà déterminer. Donc, j'ai dit que le coefficient d'amortissement, il vaut 1,8 d'après ces calculs et d'après ce tableau. Maintenant, je remonte ici et je vais voir le xi que j'avais défini. Le xi est là. C'est un random value. Donc, je tape le xi, 1,8. C'est ce qui a été annoncé. C'est le tirage aléatoire que j'ai fait. Et donc, sur la base des ratios que moi j'ai calculés, je retrouve mon coefficient d'amortissement. Et maintenant, il suffira que je me positionne à 91,43%, OK, de la condition initiale ou au complément pour trouver. Donc, je vais chercher le tracé. Et je dis que ça va être du 100 moins, on va faire comme ça, 1 moins 0,9143 que multiplie 1,5. Il faut se positionner à 0,1295, 85, pardon. Donc, je me positionne. Je vais chercher 0,1285. Et voici mon 0,1285 pour lequel le temps ou la constante de temps est égal à 0,437383. D'accord? Ça, c'est ma constante de temps
selon la définition que moi j'ai donnée, la définition de Dabo, tout simplement. Et donc, lorsque je prends le taux, le oméga n que je vais avoir, je le déduis d'ici. Il est égal, si je n'ai pas fait d'erreur dans les calculs, le oméga n, il vaudra combien? Il vaut tout simplement taux que divise, parce que taux est égal à 1 sur xi oméga n, donc le oméga n, il vaut 1 sur xi fois taux. Donc il vaut 1 que divise taux que multiplie xi. Voici le oméga n que je calcule. Oh là là, je l'ai écrasé. Désolé pour cette fois-ci, je l'ai écrasé. J'aurais dû l'appeler d'une autre manière. Bon. Là. Une erreur toute bête. D'habitude, je l'appelle tout simplement OM1 quand je dois le calculer. On va refaire un deuxième exemple, pas de souci, et en suivant la même procédure. OK. Et donc ici, je viens encore refaire la même chose. Bien, donc la réponse de mon système, ici, on a le gain statique. Donc, vous imaginez que j'ai un système comme ça, un ensemble de données. Je sais que c'est un système du second ordre. Par contre, je ne connais pas son coefficient d'amortissement. Je ne connais ni son coefficient d'amortissement, je ne connais ni coefficient d'amortissement, ni pulsation naturelle et ni gain statique. Donc, ce que je fais, je vais les déterminer très facilement et c'est ce que je vais vous montrer ici. D'accord? Et donc, le coefficient d'amortissement sorti divisé par entrée, donc c'est 23, 0,75. OK, donc B ici, B2. B est égal à 0,75 à peu près. Donc, quand je tape B2, vous voyez que c'est 0,75 par rapport à ce qui a été déterminé de manière aléatoire, comme je vous l'ai dit ici. D'accord? Par rapport à ça. OK? Donc, il suffit de faire le ratio et puis on l'a. Ensuite, partons maintenant pour aller déterminer tout ce qui est coefficient d'amortissement et pulsation naturelle. On y va rapidement. Je ne veux pas abuser de votre temps comme d'habitude. Donc ici, mon point d'équilibre est à 0,75. Ce 0,75 là, je le multiplie par 5. Je prends 5% de 0,75. Je dois me positionner à 0,03. 375. Donc, 0,0375. Et j'y suis à peu près. Et donc, le temps à 5%, il doit être égal à 0,3783. Ensuite, il faut que je me positionne à du 95%. Donc, 0,75 fois 0,95, ça me donne 0,7125. Nous y sommes quasiment. 0,7125 et donc le temps de réponse à 95%, il est égal à 0,71. Non, il est égal à 7,0874. 7,0874, c'est ce que nous avons. Et donc, lorsque nous calculons ceci, nous allons chercher le ratio entre 5 et 95%, qui est égal à ceci. D'accord? Maintenant, je me positionne tout de suite. J'ai du 0,0534. Je vais regarder dans le tableau. 0,0534. Ce n'est pas par ici. 0,0534. Je suis à peu près là. Je suis à 1,3 à peu près. D'accord? Donc, sur ce premier ratio-là, je peux dire que mon xi, il vaut 1,3. OK? Donc, allons regarder maintenant le xi que j'ai. Xi
1,3 comme je vous l'ai annoncé par rapport à ma formule. Ensuite, je viens regarder dans un autre tableau. Je sais qu'il faut que je me positionne à 91% de la condition initiale. Donc là, je vais prendre 91%. Le complément à 100, puisque j'ai une réponse indicielle, je vais prendre 1 moins 0,91 et ça, que je multiplie par la valeur du point d'équilibre qui est égal à 0,75. Je me positionne à 0,0675 sur la courbe. Sur la courbe 0,0 0,0675. Voilà. C'est à peu près là. Et donc, le temps taux, la constante de temps que j'obtiens, elle vaut, la constante de temps au sens de Dabo, elle vaut 0,5387. Ça, c'est la constante de temps. Et maintenant, on ne va pas faire l'erreur une deuxième fois. Donc, on va prendre oméga 1 ici, qui est égal à 1 divisé par taux, que multiplie le xi. I vaut ça. Et donc, lorsque je prends le oméga n que j'ai calculé, il doit y avoir une erreur quelque part. Il doit y avoir une erreur. Hmm. Oméga n, taux est égal à 1 sur xi oméga n. Et donc, mon oméga n est égal à 1 sur taux fois xi. Le 1,3. Je me suis trompé, c'était pas à du 91%, c'était à du 84% par rapport à mon tableau. Donc, il suffit simplement que je revienne ici, dans le calcul. Je viens me prendre le 84%. Je dois me positionner à 0,0756. 0,0756. J'y suis là. Et donc, le taux maintenant, il vaut 0,5786. 57,86. Par conséquent, le OM1 que j'ai calculé, 1,3295. Et donc, le oméga n, 0,9754. 1,32, 0,9754. Il y a encore un écart. Il y a encore un écart. 1,384%. Oui, oui, je n'ai pas fait les choses correctement. Vous m'excusez, aujourd'hui c'est un peu le bazar. Donc, 84, vous voyez, 1 moins 84%, et ici c'était le point d'équilibre à 75%. J'ai du 0,12. Et donc là, ayant du 0,12, le taux, il vaut combien? Je vais le chercher en me positionnant à du 0,12. Et là, une fois que je me positionne à du 0,12, le soupe kandia va être prêt. Le soupe kandia, c'est un plat du Sénégal qui est très, très, très bon. Et donc, ici, j'ai la constante de tantôt. OK? Et cette constante de tantôt, elle vaut 0,7853. Je fais entrer, je reprends le OM1. OK, je fais ceci, 0,9795. Ça, c'est mon oméga. Et donc, vous voyez que le oméga n, 0,9754. Vous voyez que c'est du 0,98 quoi par rapport au calcul d'oméga n. Donc, il y a un ninja là qui voulait me faire peur ici, mais il est vaincu, hein, il est vaincu.
Et donc ici, le calcul que j'ai fait est juste, d'accord? Je peux, à partir d'un autre tableau que je vous partagerai, qui est résumé dans le livre, me positionner pour déterminer la constante de temps au sens de Dabo, donc à mon sens que j'ai défini. Et à partir de là, je vous sors la pulsation naturelle. D'accord? J'aurais pu faire une autre chose, hein. J'aurais pu me positionner à 90%. Par exemple, le temps qui était à 90% tout à l'heure, là. Donc, si je me positionne à 90 ou 95% avec le 0,3 que j'ai, j'aurais eu le temps et une fois que j'ai le temps, j'aurais déduit la pulsation naturelle en faisant le calcul qu'il faut. Et je vais faire ça tout de suite pour déterminer le oméga n. OK? Donc, xi, ici, il vaut 1,3. La pulsation naturelle, elle vaut ceci. Le temps de réponse à 90% que j'avais calculé tout à l'heure, que vaut-il 90% de 0,75? Il vaut 0,675. Je me positionne à 0,675. Et donc, à partir de là, je vais lire le temps. Une fois que j'ai lu le temps, je vais faire un calcul spécifique qui va me permettre de déterminer aussi la pulsation naturelle. Vous allez voir comment. 0,675. Ensuite, le temps correspondant qui vaut à 90%. Il est égal à 5,5732. Et donc, d'après les formules de Dabo, donc mes formules, si je dois déduire la pulsation, le oméga 2, je dis qu'il est égal à 6. Donc, c'est bien du 90% que j'ai dit, si je me positionne. Donc, la constante que je vais utiliser, c'est 5,429, 5,429, que divise la valeur du temps que je viens de calculer, qui est le T90. Et donc, vous voyez que ça me donne du 0,97 comme ça a été calculé, tout simplement ici, 0,97 à peu près ou 0,98. Donc, je ne suis pas loin, je suis presque à la bonne valeur. OK? Donc, vous pouvez, c'est-à-dire que dans cette présentation que je viens de vous faire, il est tout à fait possible, et vous voyez, de faire de l'identification de systèmes dynamiques de cette manière-là, en utilisant à partir du paradigme que j'ai introduit, ce critère d'identification qui est relativement simple, et sur la base des formules que j'ai introduites, voici pourquoi je les appelle les formules de Dabo. Ah, d'accord? Et donc, je vous remercie pour votre attention. Je ne veux pas trop abuser de votre temps. Et j'espère que vous avez aimé cette présentation, que vous allez apprendre ce type d'approche à vos élèves, que vous allez utiliser ça par vous-même dans vos recherches, etc. Je suis désolé, la vidéo a pris un peu plus de temps que prévu. Et je vous souhaite tout de même de passer de très bons moments, de réussir avec force et puissance dans tous vos projets. Diadjefete, c'est Marcelin Dabo, docteur Marcelin Nini Dabo, de l'Afrique de l'Ouest africain du Sénégal, de Ziguinchor à Tilène. Je vous remercie beaucoup et je vous dis Dja Djefete, Mante Nyapabos Tudo Te Dias.